Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur BX1, je suis ravi de vous retrouver dans BX Foot. Pour ce deuxième épisode, nous allons aborder l'Iris League avec les U10 et les U11. Et en deuxième partie d'émission, nous allons aborder la notion de fair play. Pour m'accompagner sur le plateau, Aïssa Mkoui, donc vous êtes le formateur des U14 au Léopold de Woluwe, Thierry Forton, donc vous êtes le président des jeunes du Crossing Schaerbeek, et alors la personne qu'on ne présente plus, donc notre consultant maison, David Dupont. On va commencer, messieurs, avec l'Iris League. Ma première question, elle est pour vous, Aïssa Mkoui. En tant que formateur des jeunes, comment préparez-vous les jeunes joueurs à ce changement de niveau ? Écoutez, d'abord, je pense que l'essentiel, c'est de leur donner le goût du football avant tout. On est déjà tombé, Iris League ou pas, dans des différents niveaux sur le terrain. Et l'essentiel, c'est vraiment de leur donner envie de jouer au football, envie de continuer à pratiquer ce sport qui est leur sport favori. Et donc, ici, avec le championnat Iris, après, on essaie de s'adapter. On leur donne les clés pour pouvoir passer outre le niveau qui est parfois plus difficile que dans les championnats plus régionaux. Et est-ce que le mot Iris League est un élément motivateur pour ces jeunes joueurs ? Il est plus motivateur pour les parents que pour les enfants. Je pense que si on reste dans le cadre des U10 et des U11, les enfants ne demandent qu'à jouer. Thierry Forton, que représente pour vous et pour votre club, pour vos jeunes joueurs, le fait de jouer dans ce championnat ? Disons que c'est les meilleurs clubs bruxellois qui se rencontrent tout au long de la saison. C'est un classement qui se fait sur la base du label. Donc le label, il y a un peu toutes sortes qui rentrent en ligne de compte, dont la formation. Donc c'est pas basé sur les critères résultats, donc ça c'est déjà une bonne chose aussi. Donc c'est basé essentiellement sur la formation et voilà, donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Thierry Forton, vous avez parlé donc des meilleurs clubs bruxellois qui évoluent dans ce championnat, mais est-ce que du coup vous excluez certains joueurs à cause du niveau peut-être ? Disons que oui, forcément, par la force des choses, il y a un moment, on a tellement une forte demande, par exemple chez nous au Crossing Schaerbeek, qu'il y a forcément des tests d'entrée qui se font et les joueurs les plus avancés, on va dire, pour leur catégorie, sont pris, sont choisis. Et il faut savoir que nous, on n'inscrit que pour notre équipe A Iris. D'accord. Et donc, en fait ça se fait un vase communicant après. Donc, les A passent en B. Et voilà. Donc, en B, on a toujours l'un ou l'autre qui arrête ou en C. Et ainsi de suite. On a des places disponibles. Mais on prend que des joueurs qui sont susceptibles de nous renforcer. Et l'Iris League, c'est un championnat qui va de quelle année à quelle année ? Ça démarre à la catégorie U8 jusqu'au U21. Ok, super. Écoutez, tout de suite, je vous propose de regarder notre premier reportage sur l'Iris League, un reportage signé Lionel Massard. Ce samedi avait lieu la confrontation en Iris League entre le RSD Jet et le Crossing Club de Schaerbeek en catégorie U10 et en catégorie U11. Mais avant tout, comment ça marche un match d'Iris League ? Un match d'Iris League, ça se déroule tout simplement. Donc on joue 2 fois 30 minutes. Donc c'est moins qu'un match traditionnel, donc c'est du 8 contre 8, voilà. C'est une équipe généralement qui sont basées composées de 12 joueurs. L'Iris League est également l'occasion de jauger les différentes équipes entre elles. Mais y découvre-t-on une différence de niveau ? Pour ma part, oui, le niveau en Iris League est plus élevé. Pourquoi ? Parce que va faire chaque club ? Il va essayer d'avoir les meilleurs joueurs, on va dire, et ils vont essayer de les mettre en Iris League pour justement relever le niveau. Mais pour moi, voilà, dans chaque catégorie d'Iris League, il y a toujours des joueurs qui sont un peu en dessous. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire ? Qu'ils soient tirés un peu par les autres. Et on va essayer de tirer ces joueurs qui sont en dessous, grâce aux autres, vers le haut. Si ici nous assistons à 2 matchs de catégories différentes, quelle est la différence entre les U10 et les U11 ? À part qu'ils ont 1 an de différence, il n'y a pas une énorme différence. Allez, au niveau du jeu, simplement... En U11, on va remarquer que les enfants vont jouer avec beaucoup plus de passes, plus rapides, sous forme de triangle, et essayer d'arriver le maximum vers le but pour essayer de marquer. Mais alors, qu'en est-il des U10 ? Quels ont été les principaux changements depuis les U9 ? Alors pour moi, la différence de U9 jusqu'au U10, c'est qu'on va passer d'un jeu spontané en U9 à un jeu organisé en U10. Pourquoi ? Parce qu'on faisait du 5 contre 5 en U9 et maintenant on est sur un 8 contre 8. Donc ici maintenant, dans cette catégorie, on va devoir jouer
de manière organisée, on va devoir jouer en groupe et plus de manière spontanée où moi je prends mon ballon et je vais marquer le goal. Voilà, on va passer d'un jeu, comme je le répète, spontané à un jeu organisé. Justement, qu'ont pensé nos principaux intéressés de ce changement radical de système ? C'est devenu plus difficile parce qu'avant on jouait sur un quart de terrain et maintenant sur un demi on court beaucoup plus. On doit avoir plus d'endurance. On doit plus courir. Une évolution rapide pour des jeunes talents qui se retrouvent confrontés à des équipes d'envergure internationale de plus en plus jeunes. Mon plus beau souvenir, c'est la Crossing Cup. Moi, mon plus beau souvenir, c'est quand on a été en France à Brest. Ah oui, moi aussi, c'est à Marseille et à Brest. Et à Marseille, nous, on a joué contre Barcelone, on a perdu 1-0. Nous, on a joué contre Galatasaray. Sao Paulo, vous avez gagné. Galatasaray, c'était à la Crossing Cup. Des noms à faire tourner les têtes, mais heureusement, les entraîneurs sont là pour leur rappeler les fondamentaux. Moi, ce que j'inculque à mes joueurs, et ce qui est très important pour moi, c'est que quand on gagne en équipe, je viens de le dire aussi, mais quand on perd en équipe aussi. Moi, le but, c'est de former une cohésion de groupe, des joueurs qui apprennent à jouer ensemble, qui apprennent à perdre ensemble et qui apprennent surtout à s'amuser ensemble. David Dupont, j'aimerais bien avoir votre avis sur l'Iris League en tant que consultant. Moi, je pense que l'Iris League a clairement valorisé le football bruxellois. Avant, on disait juste que c'était un championnat régional qui ne représentait pas grand-chose. Ici, la connotation et l'identification à la région Bruxelles-Capitale est très importante. Je pense que ça a aussi créé un engouement, effectivement, au niveau des parents, peut-être au niveau des enfants à partir d'un certain âge. Se dire que l'on joue parmi les meilleures équipes bruxelloises, c'est donc un réel plus pour la formation des jeunes, quoi qu'il arrive. Je pense bien, et puis c'est très flatteur de pouvoir dire qu'on joue dans un des meilleurs clubs bruxellois. Tout de suite, je vous propose de regarder les résultats de ce week-end. On commence en division 3 amateur ACFF A. Donc pas une grande réussite pour les clubs bruxellois qui se sont déplacés. Le Racing Jet au Havre s'impose à domicile 3-0 face à Gansoren. 3-0 aussi pour Tournai face à Waterloo. Et on termine avec le Léopold qui s'incline 2-1. David Dupont, un week-end à oublier pour nos clubs bruxellois. Oui, et pas seulement en division 3, puisque René Weiler, vous le savez certainement, n'est plus le coach d'Anderlecht. Voilà. Comme quoi, même plus haut, c'était pas la grande forme ce week-end. On va vite envisager le week-end suivant. Exactement. On va parler à présent du fair play. Et je vais commencer avec vous, Thierry Forton. On comprend que l'ambiance en dehors du terrain fait partie de ce sport, du football avec les supporters. Mais on en a assez de voir des débordements, que ce soit des parents, des joueurs, que ce soit envers l'arbitre, mais que ce soit aussi entre adversaires. Oui, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'à Bruxelles, il n'y a aucun club bruxellois qui est pour ce genre d'événement. Surtout chez les jeunes, en fait. Voilà, tout le monde, même en équipe première. Parce que voilà, ça reste quand même du football provincial à notre niveau. Donc il n'y a personne qui est pour ce genre de choses. Donc voilà, je pense que chaque club met des choses en place un petit peu pour justement essayer que ça ne se passe plus, que ça n'arrive plus. Et voilà. Aïssa Mkoui, vous, comme vous entraînez des jeunes joueurs, les U14, je suppose qu'ils regardent quand même les gens qui jouent en équipe première, les joueurs. L'apprentissage doit passer par eux. Écoutez, ici, les jeunes ont une grande attention, c'est vrai, pour les aînés, que ce soit l'équipe première de leur propre club ou les professionnels qui voient tous les jours à la télé. Nous, ce qu'on essaie de leur inculquer, ce sont des valeurs positives qui ressortent des matchs auxquels ils assistent. Donc tout ce qui est négatif, les scandales sportifs, voire extrasportifs, sont à oublier et on essaie de bien leur faire comprendre que ce sont des cas exceptionnels. Je pense que dans le football, la majorité des joueurs professionnels sont assez exemplaires et il faut miser plus sur ce côté-là que le contraire. David Dupont, une petite réaction ? Je crois que le fair play, il est de trois côtés. Il faut d'abord que les joueurs soient exemplaires, que les coachs le soient aussi, les parents enfin. Moi, Parce que les jeunes, en fait, apprennent des gens qui les entourent et leur exemple. Vous savez, quand je vais parfois faire mon petit tour des terrains et que je vois des entraîneurs qui entraînent des U12 ou des U14 en train de gueuler sur les enfants comme si c'était des animaux, comment voulez-vous que les enfants respectent des règles quand le coach, qui est censé être l'image forte, ne donne pas le bon exemple. Donc je pense que le respect et le respect des valeurs doit être le même pour tout le monde. Oui, Aïssa. Plus les joueurs aînés des équipes premières ou professionnelles, c'est plus les entraîneurs effectivement qui sont vraiment le modèle et surtout les parents. Si on fait passer le message auprès des parents d'être irréprochables autour des terrains, je pense que les enfants adopteront la même ligne de conduite. Thierry Forton, on le sait, dans votre club, vous faites la promotion du fair play auprès des jeunes, etc. Mais est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour les parents aussi ? Disons qu'on essaye. Donc depuis cette année, donc la CFF a mis quelque chose en place. Donc c'est-à-dire que par équipe, on doit
trouver un parent fair-play. Ouais. Donc ce parent fair-play est là justement pour calmer un peu les autres. C'est le délégué en fait des parents. C'est ça, un petit peu le délégué des parents. Donc lui devra assister à des réunions. On a dû mettre aussi un responsable fair-play dans le club qui est censé faire passer le message donc, plus bas à nos équipes. Et puis voilà, donc après nous en place par exemple au crossing, et je pense que ça se fait dans beaucoup de clubs, on a un conseil de discipline aussi qui est là, et on n'hésite pas à recevoir un jeune qui rouspètent sur des arbitres, qui prennent des cartes inutiles. On n'hésite pas à les faire arbitrer des matchs de plus jeunes. Comme ça, c'est leur punition. Et en même temps, ils peuvent voir que c'est pas évident. Et voilà, donc ils se mettent un peu à la place de l'arbitre. Ouais. Et voilà, ils apprennent aussi à gérer la pression des parents. C'est pas toujours facile. Et après, ça nous est déjà arrivé aussi de punir un parent parce que voilà, son comportement n'était pas bon. Donc on l'interdit de stade pendant une période, ouais. Et voilà, donc s'il n'accepte pas, à ce moment-là, c'est l'enfant qui est puni, donc en général, ça se passe bien comme ça. Aïssam Kouyi, vous êtes d'accord avec ce que dit Thierry Forton, surtout que dans ces matchs d'Iris League, on voit les parents sont très derrière leurs enfants, parce que voilà, ils ont déjà l'impression qu'on peut avoir des futures vedettes, mais le problème qu'on remarque au U10, U11, c'est que les arbitres, généralement, sont des jeunes. Est-ce que ces jeunes-là ont les épaules réellement pour pouvoir supporter des parents derrière les barrières qui peuvent insulter l'arbitre ou en tout cas essayer de l'influencer? Mais ici au Léopold, il y a une ligne de conduite qui est quand même assez stricte, à l'image de la fédération belge au niveau de toutes les valeurs qui touchent au fair play. Une communication très claire a été faite par l'instance dirigeante du Léopold. Et nous, en tant que formateurs, on applique avec notre équipe toutes ces règles. Ici, on parle des U10 et des U11, effectivement, avec des arbitres qui ne sont pas officiels. Les formateurs sont primordiaux, j'ai envie de dire, dans le bon déroulement du match. Si l'arbitre qui n'a que 13 ou 14 ans, par exemple, commet une erreur, l'entraîneur va plutôt laisser le jeu se réaliser et revenir peut-être par la suite, dans le but de le former également. Les jeunes de 13-14 ans sont peut-être des arbitres qui seront, ce sont des personnes qui seront peut-être les arbitres de demain. Et ici, par exemple, pour le match du week-end dernier avec mes U14, une équipe est venue à 11 joueurs, un joueur s'est blessé, l'arbitre pouvait laisser le match se dérouler à 10 contre 11, c'est aussi au formateur du Léopold qui a eu le bon réflexe de retirer le 11e joueur et de terminer le match à 10 contre 10. Tout de suite, je vous propose de regarder le deuxième reportage de cette émission, et c'est un reportage signé Lionel Massard. S'il y a bien un thème qui revient avec insistance ces dernières années, c'est bien celui du fair play. Mais au fait, qu'est-ce que le fair play ? Le fair play, pour moi, c'est d'abord une chose, c'est le respect des personnes qui sont autour du terrain et sur le terrain. Et dans le milieu amateur, plus précisément chez les jeunes, c'est principalement les parents qui sont montrés du doigt. Les parents et le fair play, c'est essayer qu'ils aient une attitude correcte au bord du terrain, qu'ils encouragent leurs enfants, oui, qu'ils les démolissent, non. Parce que parfois ils invectivent leurs propres enfants parce qu'ils envoient des Maradona ou des Ménard directement. Je veux dire. Et aussi, eux, je veux dire, qu'ils ont un comportement, je veux dire, envers l'adversaire correct. C'est le plus difficile qu'on a. Puisque nous étions de passage au RSD Jet, nous nous sommes penchés sur la gestion du fair play en tribune et sur le terrain. Alors cette année, nous avons un parent fair play et on a fait une réunion à ce sujet avec le club, en expliquant ça concerne quoi le fair play, c'est-à-dire essayer de par exemple rassembler des parents de chez nous et des équipes adverses et vraiment faire une style de communion, une bonne ambiance, aussi bien pour les petits que pour l'ensemble des jeunes, de tout le monde. L'initiative qui a été près de créer au sein du club un bénévole, parce que c'est un bénévole chez nous, en plus une femme qui est le référent fair play et qui a convoqué elle-même les parents pour expliquer, c'est une très belle initiative. Justement, que pensent les parents des principes du fair play et les mesures mises en place par le RSD Jet ? Je suis là aujourd'hui pour assister au match de mon fils, ça fait 5 ans maintenant qu'il joue au RSD Jet. Évidemment qu'on essaie de leur, à tous les enfants, d'ailleurs pas que à mon fils, mais on essaie de leur inculquer le fair play, le respect de l'adversaire. Et je pense qu'avec cette année, justement, ce nouveau thème qui arrive là, fair play pour tous les clubs, ça va encore plus aider à ce qu'il y ait moins d'histoires aux alentours du terrain, entre les parents. Ouais, j'ai déjà vu des disputes où ça en venait presque au point, quoi. Donc des lunettes cassées, tout ça, pour rien, pour des bêtises, pour un tacle sur le terrain.
ça s'embrouille entre parents par après, quoi, donc c'est dommage. De malheureux débordements auxquels la personne qui se retrouve à faire la liaison se trouve être l'entraîneur. Ben, moi, j'essaie d'inculquer aussi aux parents que voilà, ils sont là pour encourager leur enfant et certainement pas pour les exciter. Donc les encourager quand ils font bien quelque chose et quand ils font mal quelque chose, ben, continuer à les encourager. Voilà, quand un joueur fait quelque chose qu'il ne doit pas faire, ben, c'est à moi après à reprendre je veux dire, la main et à expliquer à l'enfant pourquoi ça n'a pas été et comment est-ce qu'on va faire pour améliorer les choses. Malgré les mauvaises expériences, il existe des initiatives positives spontanées et de l'espoir pour le futur. La semaine passée, quand on a été accueillis à Hucle-Léo, où là, à la sortie du match, ben, l'équipe adverse nous font une aide d'honneur. Et je trouve ça vraiment bien dans l'esprit pour les enfants, pour les parents. Ça aide à ce qu'il y ait une bonne cohésion entre nous tous, quoi. Si nous, on ne respecte pas le fair play, eux ne vont pas le faire non plus. Donc ils se basent sur nous, ils vivent avec nous, donc c'est très important de nous-mêmes déjà de montrer l'exemple. Thierry Forton, une petite question. Est-ce que vous pensez, suite à cette pression et cette exigence qui est demandée pour l'Iris League, que les joueurs du coup oublient un peu de jouer et alors on en oublie peut-être aussi le fair play? Mais déjà, il faut rappeler que en fait, les classements démarrent à la catégorie U14. Donc déjà, jusqu'à U14, normalement, il ne devrait pas y avoir de pression, gagner, perdre. Oui, mais ils se font une idée de classement. Ils se disent, voilà, on a gagné X matchs, oui, ils font peut-être le classement. Parce que, on est d'accord, on joue tous au football pour gagner. Tout formateur a envie de gagner, tout enfant commence son match avec envie de gagner, bien sûr. Mais voilà, c'est des choses qui devraient passer au second plan. Voilà, maintenant, on a tous envie de gagner, bien sûr. Mais il y a moyen de gagner avec le fair play, le respect. Voilà, il n'y a pas besoin de tricher ou de... Voilà. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est quand même, on a ici à Schaerbeek, on a quand même des jeunes qui sortent des quartiers et tout. Donc c'est des choses qu'il faut leur apprendre aussi. Ouais. C'est pas toujours facile. L'éducation des parents aussi qui est manquante. Bien sûr, nous je pense qu'il y a tout Bruxelles à ça, connaît ça. On a des enfants de 8 ans qui viennent seuls, qu'on n'a pas encore vu les parents. Donc juste ils viennent, ils payent. Et puis l'enfant vient tout seul. Donc on ne sait pas une fois discuter avec son père, sauf si on fait une convocation spéciale et des choses comme ça. Donc ça pas en est de tous les clubs bruxellois, ce genre de choses. David Dupont, pour terminer, est-ce que les clubs devraient mettre des sanctions peut-être plus importantes que ce qui est peut-être déjà fait? Thierry Forton, on en a déjà parlé ici avec Aïssa Amkoui aussi, mais est-ce que il ne faudrait pas mettre peut-être des sanctions beaucoup plus drastiques pour éviter tout débordement sur les terrains, que ce soit les jeunes mais les parents? Oui, évidemment, ce serait la solution idéale. Le problème, c'est de trouver la bonne sanction. Ouais. Qu'est-ce qui est une bonne sanction? Est-ce que c'est de sanctionner l'enfant? Non, sûrement pas. Est-ce que c'est de sanctionner le parent? Je pense que si un parent... l'enfant n'est pas fautif du tout. Sauf si c'est lui qui insulte ou quoi que ce soit. Ouais, mais si l'enfant je pense que l'enfant n'a pas à payer les écarts de son père ou de son coach, selon moi. Après, sanctionner un parent, c'est effectivement une bonne possibilité, mais il ne faut pas que ça déteigne sur l'enfant non plus, qui va être triste de devoir jouer sans son parent. Voilà, c'est très difficile de trouver une bonne solution. Je pense que le crossing, le Léopold notamment, il y a certainement d'autres clubs bruxellois qui le font, c'est de punir le parent fautif pendant X semaines éventuellement et espérer qu'ils comprennent le message. Et puis j'ai aussi envie de rappeler quelque chose d'assez basique, mais le jour où on aura dégoûté tous les arbitres, il n'y aura plus de football et c'est tout le monde qui en fera les frais. Donc respectons tout le monde. BX-Foot touche à sa fin. Messieurs, un tout grand merci de votre présence. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les émissions de BX-Foot sur la page internet de BX1 et sur la page YouTube aussi en tapant BX-Foot. La semaine prochaine, c'est Kevin Jonker qui sera là. Passez une très bonne semaine et d'ici là, portez-vous bien.